Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Messieurs, dames, c'est un plaisir de vous recevoir dans Grande Tribune une nouvelle fois pour clôturer la semaine. Aujourd'hui, c'est le vendredi 31 mars 2023, dernier jour du mois de mars. Déjà demain, samedi, ça sera le début du deuxième trimestre de l'année. Je reçois la crème des professionnels des médias, des personnes qui vous donnent, qui vous informent de façon professionnelle. Ils nous font l'honneur d'être avec nous ce matin. Monsieur Mike Diana, vous êtes journaliste et analyste indépendant. Bonjour Monsieur Mike. Bonjour Dan, bonjour aux téléspectateurs de cette belle émission et à la grande équipe, mais aussi à mon ami en face. Merci beaucoup Monsieur Eric Izami, toujours aussi élégant comme son co-débatteur d'en face. Merci beaucoup de votre présence dans cette émission. Merci Dan, merci à Mike Diana, merci à nos nombreux téléspectateurs ici et ailleurs. Merci aussi à l'équipe de Congo Buzz et son géniteur, Christian Bossembe. Nous saluons aussi le président du CESAC, le promoteur de cette chaîne, Monsieur Christian Bossembe, là où il est. Il nous suit, nous vous adressons nos salutations chaleureuses. Mais il aime qu'on dise son nom en intégralité. Je ne suis pas sûr que tu puisses y arriver. Christian Bossembe Lokando. Non, c'est pas fini. Pas seulement Lokando, il y a XYZ à la fin. Merci beaucoup. Alors, un biscuit à faire avant que nous puissions présenter nos deux sujets du jour. L'autre fois, je peux prendre la même. L'autre fois, quand on était passé par ici, donc sur ce plateau, j'avais demandé est-ce que l'on puisse voir dans quelle mesure aider quand même à solutionner un problème qui restait pendant de longues périodes. Il s'agissait de la réhabilitation de l'avenue Kalembelembe. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Pourquoi? Parce que sur cette avenue-là se trouve être la plus grande pédiatrie de la capitale, si pas du pays, pédiatrie de Kalembelembe. Mais j'ai constaté que malgré le fait que nous ayons Kintsuka, qui a toujours de gros cailloux, cette avenue-là est restée impraticable depuis de nombreuses années. Heureusement que maintenant que nous en avions tellement parlé ici chez vous, et particulièrement chez moi à Antenne A, j'ai cru voir aussi venir des engins, des topographes, etc. pour commencer les boulots. Maintenant qu'ils veulent commencer les boulots, merci beaucoup pour nous avoir écoutés. Mais vous qui allez maintenant travailler, faites en sorte que ça ne soit pas une route de pacotille. Aidez-nous à pouvoir faire des routes sérieuses. Parce que le sage dit, là où passe la route, le développement suit. Alors, faisons de bonnes routes. Et nous permettrons aux parents qui ont des enfants qui ont développé par ailleurs une fièvre nuitamment. À 2 h du matin, vous avez un enfant qui a une fièvre. Comment faire la voie d'accès? C'est Kalembelembe. Aidez-nous. En dehors de Kalembelembe, faites autant pour les autres routes, on en a besoin. Merci, c'était juste ça que je voulais placer comme petit mot. Merci beaucoup, Monsieur Eric Izali, Monsieur Marc Diana. Un mot aussi avant de... Bon, moi, c'est vraiment pas un biscuit. Je crois que c'est une question qui collerait parfaitement avec le deuxième sujet de cette émission. Mais je préfère le dire maintenant parce que en 2013, j'ai eu le privilège de pouvoir suivre de près un dossier, parce que vous savez, la RDC est éligible et est un pays membre du COMESA, qui est une dynamique de marché commun, et les différents ministres, pendant des conseils des ministres, ont décidé de mettre en place une commission générale de la concurrence, parce que dans le rapport de marché, il faut réguler la concurrence pour qu'elle soit loyale, pour ne pas étouffer les économies des autres États.
Et il fallait créer aussi ces structures-là au niveau interne pour collaborer avec cette grande structure. En RDC, je me souviens, je crois que c'est Maître Vicky Aeka Uchudi qui a été élu coordonnateur. Cependant, dans la faisabilité, dans la mise en place de cette structure, il y a eu des difficultés, notamment en termes de financement, parce que ça devrait provenir justement de la grande commission qui devrait répartir aux autres. Je crois que le frais de la RDC, ce n'est qu'en 2021, alors qu'il a été élu depuis les années 2016, qu'il a quand même eu l'occasion de pouvoir toucher quelque chose. Mais malheureusement, le Congolais, à chaque fois quand on entend parler d'argent, qui devrait être géré de manière autonome par cette structure, c'est là où les acteurs exécutifs entrent en danse. Le ministre Nicolas Kazali, faisant l'intérim du ministère de l'économie, a pendant son intérim pris la décision de signer un arrêté révoquant le coordonnateur, qui du reste a été désigné formellement par une assemblée générale élective et avec la décision, la bénédiction de la grande commission au niveau sous-régional. Et pourquoi? Parce que il y a deux personnes, je crois l'ancien directeur de cabinet adjoint du ministre Justin Kalumba, on parle de M. Guilhem Aéré, que je connais personnellement, je connais de nom, mais aussi il y a un certain, comment il s'appelle, le nom m'échappe, son directeur de cabinet adjoint, qui aurait influencé les décisions du ministre pour finalement faire placer de gens de leur obédience et pouvoir cette fois-là bénéficier de ses intérêts. C'est de là que vient le caractère non sérieux de l'État. Une commission qui doit travailler avec les États de la sous-région, vous emmenez cette culture-là, mercantile, sans résultat, mais comment vous voulez que les gens nous prennent au sérieux? Et aujourd'hui, on parle, le bonheur, c'est que la personne a introduit un recours gracieux, et ce recours-là, au-delà de ça, le Conseil d'État a décidé de suspendre d'abord cet arrêté, pris de manière cavalière, le temps qu'une enquête soit diligentée. Et voilà, on fait intervenir l'IGF pour demander à l'IGF. C'est-à-dire, d'auditer la personne. Exactement. C'est que les hommes de droit appellent un dol. C'est-à-dire, c'est lui avec qui vous êtes en conflit, demande à une institution de venir auditer, dans l'idée de pouvoir vous clouer et trouver des éléments pour pouvoir faire valider leur démarche. Dol, c'est-à-dire commettre un forfait de manière intentionnelle. De manière intentionnelle. Mais si la grande commission reconnaît cet arrêté en termes de valeur, c'est-à-dire cette commission reconnaît que monsieur justement ne peut plus engager la RDC du point de vue à la COMESA. Non, le monsieur encore, la grande commission est étonnée de ce qui se passe, c'est encore un conflit d'ordre interne. La grande commission sait que jusque-là, c'est monsieur Aeka Viki qui doit parler au nom de cette structure en tant que coordonnateur. Pendant ce temps, à Kinshasa, on fait nommer sans pour autant tenir compte de l'évolution de choses. Et le bonheur, c'est que le Conseil d'État a quand même réussi à surseoir les effets de cet arrêté, le temps que les choses se mettent en ordre. Mais malheureusement, l'IGF entre en danse pour pouvoir torpiller, faire des rapports comme on a l'habitude. C'est là où je dis que M. Jules Alinguetti a un rôle important à jouer dans cet État, mais il doit éviter de se faire induire en erreur par des gens qui viennent avec des intentions politiques. Lui, il est administratif, de surcroît technicien. Il ne faudra pas constamment qu'il entre dans le jeu politique pour pouvoir prendre des décisions qui vont à l'encontre justement de l'assainissement du finance, mais aussi de l'image de l'économie de la RDC. Et j'espère que le VPM qui vient d'entrer, Vital Kamere, va vite résoudre ce problème pour ne pas que la face de la RDC aux yeux du monde, aux yeux du COMESA, où on a un rôle important à jouer, puisse être terni. Merci beaucoup, monsieur Mike Diana, pour cette information, ce plaidoyer. Monsieur Eric Izami, le gouvernement Sama 2 tient son tout premier conseil, c'est déjà en direct à la RTNC en ce moment où nous parlons. Votre compréhension, votre lecture, vos attentes par rapport à ce gouvernement, compte tenu des enjeux de l'heure, des défis que nous devons relever. Merci de la question. Dan, vous aurez compris que chez nous, j'imagine un peu, réfléchissons à haute voix. Alignons tous nos 5 dirigeants au sommet. Président Kassavou, le président Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, le président Laurent Désiré Kabila, le président Joseph Kabila Kabange et le président Félix Antoine Tshisekedi. Tous les 5. Imaginons qu'ils aillent en compétition en décembre 2023. Tous les 5. Croyez-moi, c'est Mobutu qui va le battre tous sur la place. Juste sur la place. Pourquoi?
il va le battre à plate couture, allais-je dire, parce que simplement, on peut tout dire, mais il a dégagé l'image de celui qui a donné deux choses très attendues de notre population, la paix et le pain. Chez nous, quoi que vous fassiez, si vous n'êtes pas dans ces deux rayons, la paix d'un côté, le pain de l'autre, on ne pourra même pas penser au progrès. Alors, les attentes sont énormes chez nous. Je vois l'arrivée de Jean-Pierre Bemba Gombo, qui, par ailleurs, aura reçu en son temps une formation militaire. Il a été dans la rébellion, il a été vice-président de la République, il est venu avec la souche de ceux qui étaient des Ougandais. Et il peut aussi avoir une idée de ce que pensent les Rwandais, les Burundais et compagnie. Donc la défense, c'est un peu son rayon aussi, même s'il a fait les économies au niveau de l'université. Donc je lui donne toutes les chances du monde pour qu'il puisse ramener tous ces Congolais qui avaient été formés avec l'argent du contribuable congolais qui sont à l'extérieur pour revenir dans la patrie et voir dans quelle mesure résoudre ce problème-là. Vital Kamerhe, fiché comme une bête politique, quoi que l'on dise de lui, il a quand même été notre ministre des tutelles, vous vous rappelez. Je sais. Il pouvait aller à gauche et à droite. Il est fiché un peu comme altruiste, on l'appelle VK, vitamine K, j'imagine que c'est aussi vrai. Alors là, il vient, parce que lui aussi est économiste, dans un secteur qui pourra peut-être l'aider à pouvoir s'éponsopilater, se laver. Il venait de traverser un feuilleton avec tout ce qu'il y avait comme projet des 100 jours, tout ce qu'il y avait comme malversation financière des 15 millions de pétroliers producteurs au début du mandat du président Tshisekedi et tout ça. Je crois qu'il a là un rayon qui peut l'aider à pouvoir, s'il arrive à apporter des solutions attendues, il va se laver. En dehors de lui, je vois venir encore un certain Moussa Niamou ici. Donc, très introduit dans l'espace extrême nord-est de notre pays, c'est-à-dire Beni Boutembo et partout là. C'est-à-dire qu'il comprend aussi les enjeux de ce coin-là, l'intégration. Il est vraiment comme un poisson dans l'eau et j'imagine qu'il va lui aussi nous apporter. Il y a tant d'autres qui sont venus. On a 16 membres qui sont femmes. Donc et parmi les 16, oui. C'est quand même un gouvernement qui répond aux critériums que beaucoup de Congolais attendaient. Oui, je veux bien, mais là où je veux en venir, c'est plutôt les résultats. C'est bien que de placer XY tel que j'ai vanté là, mais les Congolais, je reviens à mon propos d'avant, la paix et le pain. Donc ils doivent tous avoir ça dans l'esprit que nous sommes venus pour apporter d'abord à cette population la paix. Et ensuite, avec la paix, la population aura le cadre qu'il faut pour rechercher son pain. Et quand on a le pain, on a mangé à sa faim, on peut envoyer les enfants à l'école, on peut les envoyer dans l'armée, dans la police, dans X, dans Y. Ils vont le faire et puis nous allons bâtir ce pays. Mais si ils y viennent comme pour seulement répondre aux agendas politiques, simplement, ça va casser. Parce que aussi, le jeu démocratique nous attend à la fin de l'année, décembre. 2023. Il faudra aller aux élections. Donc, je crois que les attentes sont nombreuses. Merci beaucoup, monsieur. Eric Izali, votre point de vue sur ce gouvernement, ça m'a donné les attentes, les appréhensions, les attentes de la population, ce que nous voulons vraiment nous avons beaucoup de problèmes. Inflation, insécurité. Les problèmes sont un peu multidimensionnels. Est-ce que ce gouvernement répond aux critériums des Congolais face aux enjeux de l'heure? Merci pour la question, même si je reste fondamentalement convaincu que la question, le choix de l'équipe dépend du système, de la tactique mise en place par celui qui en est le manager. Mais c'est vrai que dans le reflet de ces gouvernements, on sent déjà quelles sont les grandes priorités au regard des figures de proue qui ont intégré ces gouvernements. Des gens du reste qu'on n'aurait jamais espéré voir dans cette équipe comme ministre, mais qui ont accepté de jouer ce rôle-là. Moi, je salue d'abord la grandeur d'esprit, de pouvoir être celui qui prétend à la fonction suprême, mais accepter ce que les autres pensent être une action rétrograde. Mais en gros, je crois que les gens avertis le savent. Un homme intelligent ou encore un homme grand, c'est celui qui est au service des autres. Quand il faut se mettre au service des autres, je crois que c'est ça la plus grande de grandeur, permettez-moi la tautologie. Donc en gros, je crois que je ne reviendrai pas sur l'image calquée de chacun, c'est vrai, quand on parle de l'économie, Vital Kamerhe a les compétences pour ça, mais aussi à la carrure, c'est-à-dire de par son expérience politique pour pouvoir répondre, au-delà du fait que c'est quelqu'un... Qu'est-ce qui peut nous pousser à penser que des individus, grands soient-ils, peuvent-ils être des gens qui viendront résoudre nos problèmes? Je veux arriver. Les questions de l'économie. Il y a des provinces où on dit que les prix des denrées alimentaires ont doublé, voire triplé.
Est-ce que la carrure, le charisme des individus peut être les critériums importants pour que... Malheureusement, on ne parle pas de charisme, on parle plutôt de compétence. La carrure, compétence. la carrure est un élément de compétence dans la dimension managériale. Et donc ça peut entrer en compte. Ça peut entrer en compte dans le sens où c'est quelqu'un qui peut se faire écouter, se faire respecter. Quand vous n'avez pas en tant que manager, c'est compliqué. Et je crois qu'à ces stades ici, sur le plan économique, je ne suis pas de ceux qui qualifient les infractions avant les actes. Vital Kamerhe a ce qu'il faut pour pouvoir répondre. Jean-Pierre Bemba, le côté militaire, moi je pense plutôt que là où il nous sera très utile, c'est dans son agenda, au-delà de son expérience dans les différents conflits dans cette partie de la République, il saura prendre les bonnes décisions et mettre en place une politique militaire convenable. Mais surtout Mbusa Nyamwisi, pour moi, qui a un rôle très important. Parce que régionale. l'intégration, dans le sens où aujourd'hui le Congo, cette question de la guerre de l'Est a une forme de complexité que la plupart des gens commencent à comprendre maintenant. Au-delà de ceux qui viennent pour des questions, des intérêts d'ordre mercantile, c'est-à-dire les minerais et les autres, il y a le deuxième volet qui est la question d'ordre identitaire. Le Congo a accepté un contingent d'un peuple qui est arrivé, qui veut être congolais, mais n'a pas encore cette notion de vouloir vivre ensemble. Avec beaucoup d'accusations de la part de Congolais qui ne veulent pas accepter, je crois que c'est des choses qui aujourd'hui apportent une autre dimension dans le contexte de la guerre à l'Est. Et l'intégration, à mon sens, est le levier qui pourra nous permettre de résoudre ce deuxième volet qui ne peut pas se résoudre par les armes. Compte tenu du temps qui nous reste, 9 mois pratiquement avant la fin du mandat. Malheureusement, quand vous parlez de question de temps, je vais vous choquer. Sur la question de la guerre de l'Est, si on court derrière les temps, on perd d'avance. Si vous voulez mettre la notion du temps dans cette question, si vous voulez établir le temps comme un élément de jugement, on passera à côté. Parce que une guerre aussi complexe, qui autrefois était une guerre par procuration, aujourd'hui avec des protagonistes bien connus, avec des agendas aujourd'hui un peu plus clairs, avec beaucoup de ramifications qui ont duré depuis plus de 2 décennies, vous ne pouvez pas penser qu'en 9 mois, tout redeviendra à la normale. L'essentiel, c'est de voir le bout du tunnel. Stopper, instaurer une sorte d'accalmie là-bas et prendre maintenant des politiques intégrateurs qui vont nous amener à élaguer progressivement les différentes difficultés qui entraînent cette guerre-là. Et je crois que, à mon sens, si vous voulez une note, ces gouvernements-là, au regard de sa composition, peut apporter quelque chose, même si, je veux quand même revenir sur l'élément que vous avez évoqué, je ne suis pas de ceux qui comptent sur la providence des hommes. Je pense, dans la dynamique du développement, le système est préférable aux individualités. Merci beaucoup. Mais on a quand même occulté un aspect important, chère Diana. On a parlé de la défense, on a parlé de l'économie, de l'intégration régionale, occultant la petite présidence que j'appelle le ministère de l'Intérieur. Très important. Pourquoi je le dis? Celui qui vient là, c'est Peter Kazadi. Or, au ministère de l'Intérieur, il faut non seulement avoir la maîtrise du politique, mais aussi du droit, avec une expérience avérée sur le terrain. Le Congo passe pour être un territoire surdimensionné, 2 345 000 km², avec des ramifications diverses et variées. C'est très important que l'actuel ministre puisse cesser d'être un militant simple d'un parti qui a tellement cherché du pouvoir. Mais c'est ici à l'état de la chose, c'est-à-dire les attentes à ce niveau-là sont presque excessives. Voyez-vous le phénomène Kuluna, le gangstérisme urbain. Ce phénomène-là bat son plein dans la ville de Kinshasa. Or, Kinshasa reste quand même la locomotive. Lorsque ça va pour cette ville-là, ça peut avoir de l'incidence pour les autres. C'est très important. Et puis, par-dessus tout, les collaborateurs. Il faut voir avec qui cheminer. Marc Diana, tantôt, en début de l'émission, a parlé de ce qui est arrivé au ministère de l'économie, tout ça. On a voulu, à ce que j'ai compris, d'après l'information que j'ai suivie depuis hier et aujourd'hui, on a voulu mettre de côté quelqu'un qui avait répondu aux attentes. Peut-être dans le sens inverse. On a voulu s'accaparer de l'argent qui doit revenir au Congo pour faire un travail. Même des gens qu'on peut contrôler facilement. Chez nous, on a facilement la manie de diaboliser les gens. C'est comme ça que par moments je regrette Sélé Yalagouli. Tout à fait, merci. Mais c'était difficile. Je comprends. Oui, je regrette. Je comprends. Mais rapidement sur la question avant qu'on entame le sujet. Non, on va aller. Mais s'il te plaît, je termine avec le ministère de l'Intérieur. Pour moi, il faut réhabiliter la sanction dans un sens comme dans un autre. Celui qui a bien travaillé, il doit être gratifié et présenté comme un modèle.
Celui qui n'a pas bien travaillé, il a mal travaillé, il doit être puni. Et nos jeunes gens, puisque dans la plupart des cas, désœuvrés, nous devons voir dans quelle mesure chercher à canaliser leurs énergies dans une occupation. Même l'Occident, pour réussir, elle a commencé par l'urbanisation, caser les gens, l'industrialisation, occuper les gens, et puis aller à la démocratie. Vouloir faire la démocratie pour tomber dans l'une ou l'autre, non, ça sera compliqué pour nous. Ça sera compliqué pour nous. Rapidement, un mot sur cette initiative de loi de M. Noël Tchani, qui a été alignée parmi les matières à traiter au cours de cette session de mars. On a suivi l'Église catholique prendre position pour dire que cette loi est discriminatoire, cette initiative est discriminatoire, elle n'est pas bonne. On a suivi des personnalités politiques de haut rang, telles que les députés nationaux Délice Sanga, Claude Loubaya, et même toute cette assemblée des gens qui soutiennent Moïse Katumbi. Votre réaction, rapidement pour 2 minutes, pendant 2 minutes. Merci pour la question. Je crois que je l'ai déjà dit. Moi, je suis partisan de la pensée libre. C'est-à-dire en tant que législateur, en tant qu'intellectuel, Noël Tchani avait le droit de réfléchir et Ntsingi Pouloulou, en tant que législateur, a trouvé son intérêt dans cette proposition de loi. Cette proposition de loi vient tenter de résoudre par la juridiction ce que sociologiquement on n'a pas su gérer. C'est quoi? Faire en sorte d'établir comme valeur prioritaire et principale le civisme et la citoyenneté. C'est que cette loi véhiculerait, selon vous, mettre en exergue la citoyenneté et le civisme, selon vous. À quel niveau ça intervient? Parce que je pense, à mon sens, que le Congo est en crise de citoyens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a peu de gens qui ont le sens de l'intérêt général. Très peu de gens. Très peu. Je peux aller à l'extrême. Ça dit, c'est vraiment très mince, ces gens-là. Et le civisme, n'en parlons pas. Regardons le vécu quotidien de Congolais. On n'a aucun respect pour le bien public. La notion de la limitation de ses libertés vis-à-vis de droits des autres sont presque pas respectées. C'est un problème de loi ou d'incompétence. Attendez, je vais arriver. Non, c'est aussi problème de la gestion de la société. Depuis toujours, on a cumulé ces erreurs-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, au sommet de l'État où les choses devraient être impulsées, on vit une situation très difficile. C'est quoi la situation difficile? On a l'impression que l'infiltration a tellement battu son plein que finalement, il faut une dose de citoyenneté pour corriger ce déficit en termes de capital humain dans la gestion de la République. Or, ça n'a rien à voir avec le fait d'être congolais ou pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir à ce stade ici. Même si, quand je suis congolais et que je sais que c'est chez moi, je regarde les choses différemment qu'un étranger, quelqu'un qui a d'autres bases arrières. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de que je sois congolais ou pas pourra faire en sorte que le Congo atteigne son apogée? C'est discutable. Ça peut être oui ou non. Moi, je suis partisan de ces débats-là, mais je crois aussi que la proposition de la loi Tchani, dans le contexte, c'est logique que ça suscite les vieux démons. C'est quoi? Le Congo vit déjà une sorte de fracture sociale. Le Congolais, on est dans une dynamique où on commence à s'accepter difficilement. Le Congo, qui était autrefois une forme, un État uni, qui nous a permis à ce que de survivre, de survivre aux différentes velléités sécessionnistes, ces Congolais commencent cette fois-là à être fragilisés. Les Moulouba acceptent difficilement le Moussouaïli, c'est-à-dire on a remis sur la place publique nos divergences d'ordre d'origine. Et aujourd'hui, réveillons encore ces débats-là sur la nationalité. Le Congo est une mosaïque. Il y a 2 enfants nés de notre passé, c'est-à-dire des colons belges et autres, qui se considèrent aussi congolais. Merci beaucoup. Et est-ce que cette question-là, c'est là où je dis que maintenant, là, au lieu d'aller le résoudre par la législation, commençons par avoir un dialogue de conscience, un dialogue sincère entre Congolais pour fixer les choses et on saura saisir les détails dans les choses au lieu de prendre les choses de manière générale. Merci beaucoup, monsieur Diana. Monsieur Eric Izali, votre intervention, votre lecture de cette question qui fait polémique. Bon, c'est un grand débat qui se lance là hein, et qui s'impose à nous. Mais bon, la difficulté, c'est que ces débats interviennent un peu de manière cyclique et souvent à la veille des élections. C'est là où il y a un peu un caractère suspect. Mais bon, admettons que ce débat ait lieu et que cette loi est votée. Et même le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, qui avait dit qu'il avait l'un de ses parents
qui serait venu de l'Angola, ça va casser. Et dans la configuration actuelle, oui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a dit à part que Kassavou, tous les autres chefs de l'État ont été d'une manière ou d'une autre suspectés d'avoir des origines étrangères. Alors que chez nous, c'est comme ça que moi, souvent, je répète cette phrase-là. La diabolisation marche bien chez les Congolais. Je venais de citer un ministre d'alors qui avait été diabolisé ici, mais c'est les mêmes mots qui reviennent. Okay. J'étais en train de dire que si jamais on disait que celui-là devrait être de père et de mère, tel que le veut Ntingi Poulou, qui a endossé la proposition venant de Tiani qui a réfléchi en français, lui il est économiste, il aurait peut-être aussi se faire entourer des juristes et compagnie. C'est des débats, mais même dans ces cas-là, vous voyez vraiment que le président Félix Tshisekedi ne vient pas pour vouloir rempiler. Est-ce que ça sera possible? Alors, c'est compliqué. Donc, cette initiative, si elle est votée, elle mettrait hors course déjà le chef de l'État, si je vous comprends bien. Mais oui, de père et de mère, parce que sa maman a des parents qui ne sont pas congolais à 100%. L'un de ses parents venait de l'Angola. Alors que tous nous connaissons la famille Tshisekedi ici. Vous voyez ce que ça fait. Et puis, revenons au niveau social. Je dois lancer les... S'il vous plaît, on va aller, s'il vous plaît. Mais c'est intéressant parce que notre population en a besoin. Le père Raphaël de la Quiétude de Riauve, il nous a construit le collège Jelika, où nous avions étudié en 1917. Les stades, Tata Raphaël, plusieurs écoles, le collège Bosembo, le collège Saint-Raphaël, etc., etc. Il était de quelle tribu? C'était un Belge. Mais regarde le bonheur et le bien qu'il nous a donné. Il l'a fait, non pas avec l'argent des contribuables congolais, non. L'argent de sa famille biologique. Nous-mêmes ici, on a eu combien d'enfants congolais qui ont eu de l'argent? Beaucoup d'argent, ils se sont enrichis. Qu'est-ce qu'ils ont donné à cette même nation? Alors qu'ils sont de père et de mère. C'est un débat, mais c'est, à mon avis, là où je suis vraiment pas d'accord, c'est parce que ça vient cycliquement et à la veille des élections. Mais les débats peuvent avoir lieu et puis on discutera, on verra ce qu'on va faire. Mais je note pour terminer que le Congo, notre pays, a vocation d'être un pays leader. Aujourd'hui, souffre d'accepter qu'il y a parmi nous nombreux qui voudront, même si tu es un japonais, mais si tu vas me donner une route, une école, un hôpital, une entreprise avec un salaire décemment payé et régulièrement payé, oh ben je te vote, je te vote. Mesdames et messieurs, pour terminer, Dan, vous avez dit ça, je prends encore un autre exemple très important. J'ai fini par là. Cette fois, j'ai fini vraiment, j'ai fini. Je te promets, j'ai fini. Il y a eu un prêtre catholique, Père Buffalo. Il était presque seul. Mais il a pris tous les enfants des œuvres des années 70. Il en a fait des généraux étoilés ici. On a connu des Bozi Boziana, le vieux Madilou Système, les trios d'Assofa. Beaucoup de gens qui sont sortis de ce père-là. Il était seul. Il était un Belge. Aujourd'hui, nous avons combien de pasteurs congolais? Qu'est-ce qu'ils ont fait de nos enfants chégués? Tu vois, pas d'altruisme. Tu vois, c'est un grand débat pour la nationalité là. Merci beaucoup pour cette belle lecture, monsieur Eric Izami. L'actualité en images, premier sujet, processus électoral. Que faire pour les territoires entre les mains des rebelles du M23? En complicité avec la régie, je m'en vais lire rapidement. S'exprimant à l'occasion de la réunion du Conseil de sécurité axée sur la situation en RDC, Bintou Keïta, chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, a mis en garde contre un risque d'escalade régionale. S'agissant du processus électoral, le patron de la centrale électorale avait indiqué que la situation sécuritaire dans l'Est pouvait hypothéquer la tenue des élections en décembre 2023. Pour les territoires entre les mains du M23, il faudrait pour la communauté internationale d'appliquer des sanctions contre les pays agresseurs, contraindre les M23 à respecter le cessez-le-feu, à se retirer des zones occupées de la République démocratique du Congo. Ça a été maintenant écrit. Voilà le premier sujet du jour. Mesdames et messieurs, on va donc donner la parole à nos invités sur cette question. Que faire pour les territoires entre les mains du M23 s'agissant justement du processus électoral? Monsieur Mike Diana, je commence avec vous sur cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des territoires qui sont entre les mains du M23 et dont l'enrôlement est pratiquement impossible pour l'instant. La CENI a dû reporter l'enrôlement. Mais il n'y a pas que la question de l'enrôlement, il y a aussi la question de la répartition des sièges, justement. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire dans ce cas-ci? Merci pour la question. Je crois que de manière directe, une réflexion rapide, je serais tenté d'évoquer la jurisprudence en cette matière pour les élections de 2018, où on est parti sans certains territoires pour pouvoir repêcher les autres une fois la calmie retrouvée.
Mais c'est vrai aussi, il faut le dire, ça fait partie de ce que moi j'appelle des contraintes d'ordre politique dans le processus électoral. Si on peut y avoir des contraintes d'ordre légo-technique, cela fait partie de contraintes d'ordre politique. Et à ces niveaux-là, maintenant, intervient l'intelligence politique. Parce que ce n'est pas la CENI. La CENI, son rôle, c'est de pouvoir organiser les élections. De lors que la CENI est butée à ces genres de difficultés, la CENI doit se référer justement à l'ensemble de l'entité du pouvoir pour trouver un compromis. Et je crois que le président de la CENI, Dédi Kadima, l'a déjà dit plus d'une fois. Et ce débat-là s'est invité également au niveau de l'Assemblée nationale où les députés ont voulu ouvrir un débat sur l'ensemble du processus d'enrôlement. Et j'ai encore une fois de plus aimé la sagesse de Mbosso Kodia. Il dit, si on veut aller sur le débat du processus électoral, on risque de se perdre. Que chaque député produise un rapport de sa circonscription, présente les difficultés. Tenant compte de ces rapports, une commission mixte sera mise en place entre l'Assemblée nationale et la CENI, évaluer les dégâts et trouver un compromis, trouver l'issue favorable. Et j'ai trouvé que dans ça, c'est une sagesse énorme, dans le sens où, au lieu de pouvoir continuer à perdre et puis faire du populisme devant le Parlement, ça serait un rapport concret sur quoi la CENI peut garder les documents et apporter des solutions de manière définitive. Sur la question de l'empêchement de la situation sécuritaire, encore une fois de plus, c'est à ce moment-là qu'intervient le politique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il y a le besoin de répondre à l'exigence de la légitimité. Cette légitimité ne doit pas être partielle. Parce que l'Assemblée nationale, dans son rôle de la représentation, le chef de l'État, dans son rôle représentatif du suffrage congolais, a besoin d'avoir une certaine mobilisation. On ne parle pas de l'unanimité. Qu'il y ait des gens qui s'abstiennent dans le vote, il y a des gens qui décident de voter contraire, c'est une expression démocratique. Mais il faudra que, dans la voie de la majorité, qu'il y ait également l'intégration et une sorte d'inclusivité dans le vote. C'est à ce niveau-là que la difficulté, ce n'est pas la CENI de répondre, maintenant c'est l'intelligence du pouvoir politique. Qu'est-ce qu'il faut faire en cet instant? Mais dans bleu, il y a déjà une jurisprudence. Si on estime que cette exigence d'ordre constitutionnel peut souffrir justement d'une mesure suspensive, l'étant de pouvoir trouver un compromis, avons-nous ici une perspective sur l'accalmie ou encore l'amélioration de la situation sécuritaire dans l'Est? Ça serait aller un peu à tâtons, mais je crois qu'ici, il est peut-être possible que le politique réfléchisse. Et quand il faut réfléchir, qu'est-ce que moi je proposerais comme solution? Eh bien, faisons un peu comme en 2018. On y va tout en réservant quelques quotas, en se basant sur l'étude d'estimation de ces 3 derniers cycles électoraux et avoir une estimation et réserver des sièges de quotas pour cette partie-là dès que la situation se régularise. Comme ça, les législateurs, les représentants de ces contrées pourront rejoindre l'hémicycle avec des élections ou encore de l'enrôlement et les élections organisées de manière reportée. Mais seulement, la difficulté sera quoi? Si on rate l'enrôlement, je ne sais pas par quelle probabilité on pourra organiser les scrutins. Parce que si les scrutins, si le problème de l'enrôlement est un problème structurel, le reste, ce sont des problèmes d'ordre conjoncturel. Mais comment résoudre ces problèmes structurels qui est le problème d'enrôlement? Parce que je ne suis pas sûr, à moins que la CENI trouve un mécanisme, c'est possible, de refaire également le processus d'enrôlement. Je crois aussi que c'est possible. Si on va sur les estimations de nombre d'enrôlés pendant ces 3 derniers cycles électoraux, tenant compte aussi de l'évolution démographique. Donc on va revenir enrôler plus tard. Exactement. Après le scrutin. Après la calme. Après la calme. Dès qu'on aura la calme dans ces contrées, on enrôle. Et puis dans un délai bref, on passe au vote. Et puis comme ça, ceux qui seront élus pourront rejoindre l'hémicycle. À la limite du possible, et si on estime que c'est plus concevable, on va cautionner justement qu'on aille dans un glissement. Mais un glissement encore, il faudrait le dire, à qui profiterait ces glissements-là? Impossible d'aller aux élections en oubliant un peu ces territoires. Je pense question de rester un peu dans le c'est un débat sensible. Je ne pense pas que c'est à moi seul de pouvoir répondre à cette question si c'est impossible. Ce n'est pas impossible, toutes les options sont faisables. Maintenant, ici, il faut question de consensus. Il faut que la majorité d'acteurs, c'est-à-dire, à ce stade ici, quand je parle encore, je suis dans la dimension de l'action politique au niveau institutionnel. Mais je crois aussi que dans la notion de l'inclusivité, il faut intégrer les politiques
qui sont hors institution. Question de ne pas embraser la République, ne pas créer une tension sociale autour de ces questions électorales, mais encore une fois de plus, ce n'est pas dans le rôle de la CENI, c'est plutôt le côté politique qui doit apporter cette solution qui, du reste, fait partie des contraintes d'ordre politique. Pourquoi pour vous qu'il faut aller en un glissement Non, pas pour moi. J'ai donné deux hypothèses, c'est-à-dire soit on utilise la jurisprudence de 2018, c'est-à-dire on y va aux élections tout en mettant de côté l'ensemble du processus dans les zones occupées par les mouvements rebelles jusqu'à trouver une solution d'ordre sécuritaire et les intégrer après, soit on décide d'accepter ces glissements qui ne me tentent pas trop parce que j'estime qu'aujourd'hui la notion du développement, c'est aussi respecter les contraintes d'ordre constitutionnel et question de permettre à ce que les choses continuent ces cycles. Merci beaucoup, Monsieur Diana. Encore pour la question n'est pas facile, c'est pas aisé. C'est quand même assez compliqué parce qu'il a proposé de solutions. Et donc, il appartient aux Congolais de réfléchir. Monsieur Eric Izami, votre point de vue sur cette question, qu'en pensez-vous? Je commence par un postulat. Je voudrais que notre population note que la République démocratique du Congo, notre pays, est l'objet d'un complot au niveau international. Parce que, voyez-vous, les mêmes personnes, les partenaires de la RDC qui nous exigent d'aller aux élections, ce sont ces mêmes partenaires-là qui sont derrière le pays agresseur de notre pays. On dit que ce sont les multinationales qui font des tours et des tours dans cette partie-là orientale pour nous piller nos ressources naturelles. Ce qui n'est pas faux. Aujourd'hui, demander à aller aux élections et ne pas inclure nos amis Nord Kivu, Ituri, c'est aussi un peu tacitement d'accepter la balkanisation. Non, pas Nord Kivu, Ituri, c'est juste quelques territoires. Les territoires qui sont très malades, c'est les Rutshuru, les Nyiragongo et les Massissi pour le Nord Kivu. Les territoires malades au niveau de l'Ituri, c'est Irumu, Djougou et puis quelquefois aussi Mahagi. Donc, c'est assez complexe. Voilà pourquoi je reviens souvent, les propos là, je les ai souvent utilisés ici. Je dis la qualité de notre classe politique pose problème. On est resté longtemps à ne pas résoudre le problème. Lequel de problème? C'est celui, par exemple, de tenir à jour le fichier de l'état civil au niveau national. Tenez, nous devons, nous, apprendre désormais, lorsqu'un enfant naît, d'aller les faire inscrire à l'état civil. Et en dehors les 90 premiers jours de sa vie, c'est même gratuit. Ça c'est très bien, mais qu'est-ce que ça viendra résoudre dans ce problème? Oui, parce que nous en sommes à parler des RFE. On aura une cartographie. Nous sommes en train de parler des RFE, révision du fichier électoral. Pourquoi nous en parlons? Parce que justement, nous n'avons pas un fichier de l'état civil tenu à jour. Nous sommes tout le temps obligés de revenir et faire des enrôlements. En amont et en aval. Ça ne va pas. Nous devons arriver à apporter la solution idoine à cette problématique qui n'a fait que trop durer depuis que Mobutu est parti. Il est parti en 1997 jusqu'à aujourd'hui. On est resté là. Mais on nous chante ici, si vous isolez chacune des autorités en RDC, chacune d'entre elles te dira qu'elle gère bien. Mais on n'apporte pas de solutions. On est toujours en train de faire les à côté plutôt que de s'attaquer aux problèmes véritables et apporter de vraies solutions. Alors, on a aussi, par ailleurs, parlant toujours de cette histoire de la tenue à jour du fichier de l'état civil au Congo, le problème des jurisprudences. En 2006, lorsque nous avons organisé les élections avec M. Abbé Malou Malou, qui s'en est allé dans l'au-delà, paix à son âme, il y avait l'un des territoires de la province de la Tchouapa qui n'avait pas de représentant au niveau de l'Assemblée nationale. Le territoire des Béfalé. Parce que là-bas, au niveau de la Tchouapa, nous avons Béfalé, Kungu Ikela, Mokoto, Djolou, et puis Bwende comme chef-lieu. Béfalé, chez Bokulaka, Roger Kemalilo, on n'avait pas un représentant. Parce que justement, il y avait eu des guerres entre populations, ils n'étaient pas entendus, c'était vraiment pas la calmie, c'était pas la paix. Et voilà pourquoi la CEI n'avait pas réussi à organiser les élections dans cette partie de la RDC. Aussi, en 2011, et plutôt en 2018... Pas d'élection et pas d'enrôlement. Ben non, il y avait l'enrôlement, mais pas d'élection. Oui, pour Béfalé, il y avait l'enrôlement, mais pas d'élection. Mais cette fois-ci, il y a même Kwamout, qui se trouve être dans la province de Maïnombe, dans la partie ouest du pays, mais qui est dans deux problèmes. Les Teke et les Yakalaba s'entretuent et la CENI n'a même pas pu enrôler là-bas.
Jusqu'à maintenant, toi et moi, nous parlons ici. Ils sont pas... Donc, c'est compliqué. Mais particulièrement pour l'Est, je suis souvent le caucus des élus de ces coins de la République qui va souvent, le caucus va souvent voir les autorités, les responsables. Ils réfléchissent. Mais dans leur dire, vous sentez que si jamais ils ne vont pas voter, ça sera vraiment une entorse sérieuse. Nous ne devons pas permettre ça. C'est maintenant le temps de reconnaître que les gens qui sont au niveau de la CENI sont à féliciter. Ils sont à féliciter pourquoi? Mais on ne peut pas, Ils ont été placés à cause de guerres politiciennes largement en retard, 28 mois après. Mais 4 mois après, ils avaient pondu leur feuille de route en février 2022. Et la même classe politique pour laquelle je dis ici qu'elle n'est pas bien, elle n'a pas de bonnes intentions pour la population en général, elle est rentrée dans des discussions byzantines pour dire que non, nous on ne veut pas de la feuille de route, nous on veut plutôt du calendrier électoral. La même CENI à qui je lance de fleurs, je jette de fleurs, a dit non, je vais vous donner votre calendrier électoral. Et le calendrier électoral est venu le 26 novembre 2022. Et quelques semaines, c'était le lancement et l'enrôlement, le 24 décembre 2022. Et puis ça s'est poursuivi en un temps record, on a autant de gens enrôlés. Imaginez. 34 millions au total. Non, c'est-à-dire que moi, je suis en train de jeter de fleurs à Denis Kadima Kazadi et tout l'ensemble de l'appareil de la CENI. Je constate que l'arbitre, qui est la CENI, est prêt à monter sur le terrain. Mais j'observe que les compétiteurs, les acteurs politiques, qui sont souvent dans des calculs pas toujours très bien, eux semblent ne pas être prêts. Parce que la solution à apporter au problème sécuritaire revient aux politiques, au gouvernement. À eux maintenant de donner aussi la solution au pays. Parce que je vous dis et je nous dis qu'aujourd'hui, faire manquer à la population congolaise les élections, je ne sais même pas comment on va régler cette situation. Parce que les populations congolaises ont déjà pris goût au jeu démocratique. Ils veulent se choisir les dirigeants. Surtout qu'ils voudraient les sanctionner dans un sens comme dans un autre. Tout à fait, tout à fait. Monsieur Diana, merci beaucoup, monsieur Rikizali. Monsieur Diana, comment parvenir à mettre tout le monde d'accord? C'est une question qui divise la classe politique, l'opposition, la société civile, les Nord Kivu est particulièrement endeuillé, même l'ouest du pays est particulièrement endeuillé. Comment parvenir à mettre tout le monde d'accord pour que cette période puisse passer sans tumulte et que le Congo puisse ne pas connaître ce qu'on a connu pendant une certaine période, 2006, avec ces affrontements qu'on a connus ici à Kinshasa? Comment mettre tout le monde d'accord? Comment le faire? De par la culture politique, c'est ce que moi j'appellerais mission impossible, mettre tout le monde d'accord. Congo, c'est compliqué. Parce que... Même ailleurs, c'est aussi compliqué. Hein. Non, même Jésus n'avait pas fait l'unanimité. Il y en a ceux qui l'ont traité des belles épaules. On ne parle pas de l'unanimité, mais on parle au moins du consensus. Large consensus. Le large consensus. C'est-à-dire, vous voyez, dans cette bataille, il y a dans le prisme du politique congolais, il y a de ceux qui parlent des élections matin, midi, soir, mais dans le fond, dans les officines, œuvrent pour le glissement. Pour deux raisons. C'est là où je dis qu'ils ne sont pas bien. Là, vous êtes dans... La qualité, oui. La qualité d'acteur politique. La qualité d'acteur politique. Oui, ça pose problème chez nous. Pour ceux qui sont qui sont à la machine politique ou pour ceux qui les sont compétiteurs. Les compétiteurs. Ça dit justement ces acteurs politiques, ces acteurs qui sont dans le jeu, qui doivent trouver un compromis. Ils vont se tirer, on va le voir. Il y a certains qui parlent des élections le jour comme élément de langage, mais dans le fond, sont partisans du glissement. Pourquoi? Les élections, ça coûte de l'argent. Les élections, il y a beaucoup d'enjeux. Les élections, c'est aussi la capacité de la couverture au niveau national. L'élection, c'est aussi la capacité de mobilisation de l'électorat. Et que, regardez seulement la cartographie, au-delà du fait qu'ils ont emmené de foules pour aller s'enrôler de manière individuelle chaque candidat député, vous verrez les indicateurs que les états-majors politiques semblent ne pas prendre au sérieux. Combien de partis ont mis en place leur commission électorale en interne? Très peu. Il n'y en a pas deux. S'il y a certains qui ont mis en place cette commission, combien de commissions travaillent déjà? Presque pas. Alors qu'on est à 9 mois de élections. Ça se ferait sentir dans le dynamisme, dans les actions sur terrain, dans les actions de mobilisation. Et ça, c'est un indicateur pour vous dire que la plupart des politiques, ils sont habitués à ça. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui savent lire la conjoncture de l'État, mais pour des raisons de consommation publique. Ils vous disent 2023, élection ou rien. Et tu verras que ces gens-là deviennent beaucoup plus radicaux parce que dans leur fort intérieur, au regard des indicateurs, ils savent que aller vers les élections, c'est une dynamique impossible dans le délai. Maintenant, il faut faire monter les enchères, comme ça, ce jour-là, on sera acteur de premier rang
quand il faudra trouver une transition avant la période des élections, on sera pris en compte. Place. C'est ça. Et ça, malheureusement, c'est la mentalité de Congolais. C'est ce qui fait qu'on a tendance à pouvoir occasionner un retard. Le débat ne se penche pas très souvent sur les questions de fond, mais sur des questions de forme, et chacun prépare le terrain. L'acteur politique congolais, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, chacun prépare les éléments post-électoraux déjà à l'avance. Ceux de l'opposition qui n'ont pas de problème préparent déjà à l'avance les contestations en remettant en question l'équipe de la CENI, en remettant en question le bon vouloir du politique, du régime pour pouvoir organiser les élections, remettant en question le facteur confiance des institutions censées trancher le litige d'ordre électoral. C'est les acteurs changent, les mêmes recettes. Et on a l'impression qu'on est cloué dans un système. Si on va dans le fond aujourd'hui, je vous dirais que quand vous regardez, cette CENI-là, c'est largement préparé. Cette CENI-là a fait un effort au regard de la ligne de son processus, de s'amender progressivement. Dans le contrat d'ordre technique, maintenant, c'est en face, c'est aux politiques de pouvoir prendre la responsabilité. Cette CENI-là a réussi à enrôler 34 millions d'électeurs sur le 38 attendu. 50. Sur les 50 plutôt attendus. C'est-à-dire il est à plus de 50%, à 60% j'estime. Et cette CENI-là a encore le temps pour pouvoir le faire, notamment la période probatoire des contentieux, pour pouvoir récupérer ce qui ne sont pas enrôlés. En gros, et dans quel contexte ? Dans un contexte financier très difficile, avec à peine 400 millions donnés sur un processus où il demande plus. Avec 6 mois de non... Vous comprenez qu'aujourd'hui, ce qui nous pose problème maintenant, c'est devenu la mentalité politique qui est le problème. Et on est en train de discuter la loi électorale, ma foi. Monsieur Ekizali, vous pensez aussi comme M. Diana, impossible de mettre tout le monde d'accord, et donc ce sont les politiques qui tirent les ficelles un peu dans l'ombre. Le discours et les comportements n'est pas le même, et donc le problème reste celui de flouer la population pour montrer aux gens justement qu'on a besoin des élections, mais dans le fond, c'est autre chose. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas toujours flouer la population, parce que de plus en plus, la population mûrit aussi. Mature, oui. La population mûrit et de plus en plus, elle devient exigeante. Parce que quiconque ne donne pas la paix et le pain, je l'ai dit, il est en dehors de la plaque. Vous savez, observe bien, ou vous observez bien maintenant, le propos distillé dans l'opinion par Corneille Nangaa. Imaginons que ce soit lui qui soit président de la CENI comme il l'a été. Aurait-il accepté que son prédécesseur puisse parler avec le même ton, avec le même mot, ce que lui est en train de dire? Ça, c'est torpiller le processus électoral. Et ce n'est pas, à mon sens, aimer son pays. Je ne sais pas. Ailleurs, lorsqu'on a géré une institution, lorsqu'on a fini, on écrit des livres, on étale des difficultés pour que ceux qui viendront après puissent s'en inspirer et pouvoir éviter les difficultés. C'est cela. Parce qu'on dit que Paris ne s'est pas fait en un jour. Ça sera comme ça petit à petit qu'on va bâtir ce pays. Encore que les élections ne sont pas une panacée pour résoudre tous nos problèmes. Mais c'est essentiel pour nourrir notre démocratie, notre jeune démocratie. La CENI, pour moi, c'est un peu comme une maternité politique. Nous connaissons le poids de chacun quand il est né là-bas. La population devra maintenant, par notre échange, par notre apport de petites lumières dans la société, les gens comprennent que la CENI n'y est pour rien. C'est l'arbitre qui est prêt. Mais les compétiteurs doivent venir compétir. Mais on reste malheureusement dans une sphère où on ne vote que celui que l'on connaît, un frère, un proche. Aussi, c'est comme ça que les acteurs politiques chez nous, généralement, se jouent un peu de la population. Mais cette fois-là, de plus en plus, moi, je suis en train de noter que les choses changent. Les choses changent. Alors, au niveau de la CENI. Au niveau de la CENI, elle a maintenant tous les éléments qu'on peut dire aux uns aux autres. L'organisation des élections ne dépend pas que de moi. Si j'ai par exemple besoin de la sécurité, j'ai besoin de la police. Tout à fait. Si j'ai besoin de loi, j'ai besoin du Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Exactement. Si j'ai besoin d'argent, tel que c'est le cas actuellement, ils n'ont pas reçu de l'argent depuis 6 mois, mais j'ai besoin du gouvernement. Et le gouvernement, ça part du ministère du budget. Le ministère du budget qui doit engager, le ministère des Finances qui doit ordonnancer, et au niveau de la Banque centrale, on va décaisser. Et dans ces cheminements-là, on a besoin de 17 signatures. En dehors de ça, si on a besoin de la participation des uns et des autres, il faut que les gens viennent, il faut qu'il y ait inclusivité. J'ai vu même la CENI faire appel aux pygmées, nos frères et sœurs qui sont généralement dans la société marginalisée, pour les impliquer à pouvoir participer. Et à la matinée où j'ai assisté, avec le deuxième vice-président de la CENI, j'ai vu que plusieurs d'entre ces pygmées-là ont pris même l'engagement de pouvoir compétir. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est très important. Merci beaucoup, M. Ekizali.
pour votre belle intervention à tous les deux, messieurs. En tout cas, ça aide la population à comprendre de façon approfondie l'actualité. Deuxième sujet, économie. Comment faire face à l'inflation? Il n'est un secret pour personne que les prix ne sont pas assez les mêmes que depuis un certain temps sur le marché. Il y a hausse, surtout des denrées alimentaires. On va donc lire l'actualité en images. Vital Kamerhe, nommé ministre de l'économie, devra faire face à plusieurs défis majeurs, notamment celui de l'inflation qui entraîne la hausse des prix des produits sur le marché et la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Alors, question, comment faire face à l'inflation? Les spécialistes s'accordent à dire qu'il faut réduire les dépenses publiques, diminuer les investissements publics et privés, accepter un déficit de la balance des paiements courants, utiliser les réserves de change et recourir, si besoin, aux emprunts extérieurs et enfin augmenter la production des biens rapidement utilisables. Voilà ce papier de la rédaction qui nous propose quelques pistes de solutions. Monsieur Mike Diana, on n'a pas besoin d'un rapport pour comprendre qu'il y a hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché. Vous êtes quinois, vous êtes dans le quotidien de cette question. Comment y faire face? Merci pour la question. Je crois que j'y ai répondu à cette question la dernière fois, on était sur ce plateau. Quand vous êtes un État avec une productivité aussi faible, vous êtes un État vulnérable justement aux sources d'importation des différents produits. Le Congo importe tout, même la tomate, le maïs et autres. C'est logique que dans ces contextes de crise dans le monde ici, nous connaissons cela. Mais il y a aussi une difficulté. C'est au niveau de la gestion, la politique dans la gestion des agrégats d'ordre économique. Je commence par la politique monétaire qui est aujourd'hui l'un des éléments essentiels, directs dans la fluctuation et dans cette situation au niveau du marché. J'ai vu la Banque centrale tenter d'augmenter son taux d'intérêt directeur. C'est bien bon, c'est dans l'idée de pouvoir contenir un peu la masse monétaire sur le marché et tenir un équilibre pour réguler la devise. Mais c'est une solution qui n'aura presque pas d'effet pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour que cette mesure ait de l'influence sur le terrain, sur les circuits monétaires, il faudra que les banques commerciales qui sont en contact direct avec l'activité économique aient l'habitude de recourir justement au guichet de refinancement. C'est-à-dire avoir régulièrement besoin d'aller vers la banque centrale pour pouvoir se ressourcer en termes de flux monétaires. Et c'est ce qui fait que ces taux-là pourra rapporter un plus au niveau de la banque centrale en termes de marge d'intérêt. Or, les banques commerciales ne vont presque pas à ces guichets-là. Pourquoi? Parce que la plupart des banques en RDC sont dans ce que nous on appelle en économie des surliquidités, dues au faible niveau de l'activité économique formelle. Ça veut dire qu'ils ont de capitaux, mais il manque où l'injecter. Une activité pareille n'a pas besoin d'aller vers la banque centrale. Ce qui fait que même quand on augmente la marge, le taux directeur, il est difficile de pouvoir capter les effets de cette marge. L'informel est beaucoup plus grand que le formel. L'informel est beaucoup plus grand et ce qui fait que les banques... les formels. Le formel et les banques sont sur liquidité, ce qui fait qu'ils n'ont pas régulièrement besoin d'aller vers la banque centrale pour s'approvisionner. Et la question c'est pourquoi c'est le cas? C'est parce que, regardez, le Congo, j'ai lu un rapport récemment sur les activités 2021-2022, le niveau du financement de l'investissement du Congo vers le secteur économique est très faible, la moyenne est de 8%, alors que dans l'Afrique subsaharienne, on est à près des 30%. On est en deçà de la moyenne mondiale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les politiques n'ont pas compris. En économie de développement, nous on dit la croissance économique n'évoque que la dimension quantitative. C'est pourquoi il y a la dynamique du développement qui vient apporter la dimension qualitative dans la croissance apportée. Ce n'est pas le cas du Congolais et c'est ce qui me laisse croire que la politique monétaire et la politique économique souffrent. On a des leviers qui ne pourront pas nous aider à juguler la crise qu'il y a maintenant. Et aussi parce que, regardez le contexte congolais. On nous parle de l'accroissement en termes des recettes. On nous parle justement d'accroissement au niveau de la trésorerie. C'est justement des éléments qui pouvaient nous permettre de résoudre ces problèmes. Par exemple, quand on parle des propositions, la dernière proposition était quoi? Emprunt extérieur, afin d'augmenter la production des biens rapidement utilisables. Mais est-ce que le Congo, qui a en réserve de 4 milliards, a forcément besoin d'aller vers les emprunts pour aller vers la productivité des besoins directement consommables? Un pays, je vous l'ai déjà dit, avec plus de 80 millions de terres arables, avec la possibilité d'aller au-delà, avec le développement technologique. Cet État-là a besoin d'importer de la tomate et autres.
Il rejoint peut-être une production à grande échelle. ce que j'ai... Non, Une production à attends. grande échelle, peut-être Oui, qu'on a mais- besoin de plus. Mais attends, quand vous dites peut production, pas à grande, vider la production à réserve. grande échelle, non, non, Vous dites la réserve. cette réserve-là est un indicateur justement du niveau de l'accumulation de richesses au niveau de l'État. Ces budgets-là ont augmenté de plus de 50%. C'est là où vous rejoignez la théorie que j'ai l'habitude de dire, le Congo n'a pas la politique de se doter d'un capital productif pour aller vers le projet intégrateur. Ça veut dire, on va là-bas pour pouvoir s'assurer un capital pour aller vers les industries de production, répondre aux besoins de l'autosuffisance alimentaire d'abord et aller vers d'autres besoins. Pour l'instant, on n'a pas cette Le politique. Congo est à l'image de sa population. Ce qu'il produit, c'est pour qu'il des besoins de consomme. consommation. On est dans une économie de consommation. C'est ça notre difficulté. Comment vous voulez qu'on y réponde? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec, minute, s'il vous plaît. avec la déficit, le déficit Le déficit. de la politique monétaire, qui fait que justement les différents instruments qu'on a ne savent pas juguler cette question-là, on est vulnérable sur cette approche-là. Par où est-ce qu'on doit passer? Par où est-ce qu'on doit passer, justement? Vous connaissez ce qu'on appelle la résilience. Le Congo a besoin de réformes profondes sur ce secteur-là, avec des mécanismes qui touchent non seulement la révision dans la politique monétaire, dans la politique fiscale, mais aussi dans la politique d'ordre économique. La politique économique, ça veut dire c'est être en mesure de pouvoir justement organiser un système, un climat favorable à l'investissement et mettre en place des leviers capables d'aller investir à un niveau important. Le secteur d'activité économique, notamment le secteur, le bien de consommation direct, mais aussi une politique fiscale qui crée une certaine attractivité, au-delà de l'attractivité, qui stimule D'accord. la venue ou encore le retour de l'investissement. Merci. Parce qu'on a tous les atouts pour ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Diana, pour cette belle lecture. Monsieur Elkizay, votre point de vue, comment faire face, selon vous? Tout ce que Diana a développé est important. Mais encore faut-il avoir des acteurs au niveau étatique qui nous aident justement à stimuler ce que nous devrions faire depuis des lustres. Je prends un cas. On peut tout dire de ce qui s'est passé au niveau de Bukangalonzo. On peut ou ne pas l'aimer, Matata Ponyo, mais c'est quand même une idée. Lui, il n'est plus là. Mais que faisons-nous pour corriger ce qui devrait être fait? Bukangalonzo, version réussie, ça pouvait aider tant soit peu à juguler tout ce que nous sommes en train de dire là. Si Bukangalonzo n'a pas réussi, allons ailleurs. Parce que c'était prévu que l'on puisse multiplier ce genre d'exemples au travers du territoire national. Malheureusement, chez nous, nous sommes restés à importer de l'épingle à l'avion. Nous ne produisons presque pas grand-chose. Et même ceux qui produisent ne savent pas écouler ce qu'ils ont produit. Les préalables ne sont toujours pas rencontrés. On a parlé des routes des dessertes agricoles. Qu'avons-nous fait depuis tous ces temps? Prenons par exemple depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui 2023. Combien de routes des dessertes agricoles avons-nous construites? Vous voyez, c'est des choses qui sont liées. Et c'est des choses qui sont liées. Et puis, on est resté trop dans le verbe, plutôt que de matérialiser ce que nous disons dans le verbe. Au niveau des gouvernements, j'ai comme l'impression que ce sont des solutions conjoncturelles qui arrivent, plutôt que des solutions structurelles qui vont rester longtemps dans les basiques et faire perdurer dans le mental. Chez nous, vous savez, même quand on dit... Il y a aussi cette question de, de la mauvaise canalisation des fonds de l'État. La plupart, la majorité des fonds de l'État sont consommés... La mauvaise affectation, vous voulez dire. Oui. Affectation, voulez dire. Oui. La majorité des fonds de l'État sont affectés au niveau de la consommation des institutions de la République. Et ça, c'était décrié depuis Soukengo Adondo, président du Sénat. Il disait que si nous avons un budget qui a, par exemple, la taille, l'enveloppe des 100 francs, rassurez-vous que les 70 francs, 70 francs vont rester à faire fonctionner les institutions de la République. Et les 30 francs vont aller dans les autres aspects de la vie sociale. Ça ne va pas. On doit quand même, vous savez, vous avez combien de chemises, mon frère? Est-ce que vous les avez portées toutes? Dieu nous a créés limités. Mon frère Diana ne va pas me dire le contraire. Vous avez combien de costumes? Est-ce que vous les avez mis tous? Non. Aujourd'hui, j'ai mis celui-ci. Demain, je mettrai un autre. Et nos acteurs politiques doivent l'appliquer aussi même dans la manière de voir la vie. Il ne faudrait pas qu'à un député vous donnez autant, à un maître d'école primaire vous donnez... vous voyez, ça casse. Et c'est comme ça. Au lieu d'aller, par exemple, on dit, le chef de l'État est venu avec une belle idée, il dit, le président Tshisekedi, Chilombo, il dit, il faut qu'il y ait la révolution du sol sur le sous-sol. Ah, mais c'était une belle idée, c'était un peu comme pour vanter l'agriculture. Mais qu'avons-nous fait déjà depuis 4 ans qu'il est là et demi?
Rien ou presque. Je crois que les activités du genre INERA, là on devrait faire des recherches sur la manière de cultiver nos terres. Je crois que c'est des choses qui devraient être priorisées. Parce que malheureusement, avec le régime du président Tshisekedi, j'ai eu comme l'impression qu'il a eu l'idée de pouvoir donner des solutions à toutes nos préoccupations. Non, ça c'est impossible. Du coup, on y va, oui, on y va pas à pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous devons avoir en priorité? Par exemple, j'ai défini la sécurité, la santé, l'éducation. On commence avec les 3 grands piliers. Et puis après, on va évoluer. Et parce que l'État devra donner quand même le cadre. Parce que là, nous sommes vraiment à la traîne. Malheureusement, même pour avoir le riz, les Congolais ne pensent plus au riz de Bouamanda. Comment on appelle ça riz de Bumba. Déjà, quand vous voyez le prix du ciment à Kinshasa, le prix du ciment à Kananga, à Mbujimaï, il n'y a pas uniformité. Il n'y a pas uniformité. Il n'y a pas non plus harmonie. Il n'y a pas harmonie. C'est triste. Le principe du marché, source d'approvisionnement. Justement, on a détruit les agrégats, un peu comme disait Diana. Oui, on a détruit les agrégats. Mais pour les reconstruire, nous avons des gens qui sont capables de pouvoir faire ça. Mais encore faut-il les accepter, de venir vers vous pour vous dire, voici messieurs ce que nous devrions faire ici en priorité. Parce que moi, ma mère m'a souvent raconté qu'il y avait même une sorte de l'homogénéité dans la manière d'enseigner les enfants. Lorsqu'à Kinshasa, on chantait Bango, Bango, l'unicité de programme. C'était la même chanson qui était répétée à Bandundouville, à Matadi, à X, à Y coin. Maintenant, on a tout détruit. Mais je crois qu'il y a toujours la possibilité, il ne faudrait pas être défaitiste, il faut toujours garder espoir que ça va s'améliorer, mais par le travail. S'améliorer par le travail. Merci beaucoup. Je reviens vers vous pour conclure. Monsieur Diana, s'il faut faire des réformes, par quoi est-ce que nous devons commencer pour justement éviter ce que nous connaissons, déjà la dévaluation de la monnaie congolaise. Si on prend la dépréciation, oui. La dépréciation de la monnaie congolaise. Si nous prenons 2009, 2016, on a connu certaines dépréciations. 2016-2023, on connaît de plus en plus la dépréciation. On se posera la question, d'ici 2050, la monnaie congolaise face au dollar, elle vaudra quoi? Mais je vous ai dit, c'est parce qu'on ne sait pas résoudre le problème structurel. On ne vient pas avec la politique curative constamment. C'est-à-dire que le structurel finira par vous rattraper. Vous parlez de 2009. Depuis toujours, le taux, le rapport du franc congolais vis-à-vis de la devise étrangère augmente crescendo. On est parti d'un dollar à combien? À 37, 36, 40, 60, 70, 80, 120, 150, 160, 190 jusqu'à aujourd'hui. Ça prouve à suffisance qu'il y a un problème d'ordre conjoncturel. Je vous ai rappelé ici sur le rapport économique. L'État n'est pas un acteur direct dans l'activité économique du pays. Ce qui fait que cet État-là n'a pas d'influence sur ces marchés-là. La résilience intervient à ces niveaux-là. Il faudra que l'État augmente le niveau de l'investissement dans les circuits économiques. Ça lui permettra d'avoir beaucoup de leviers pour pouvoir jouer et juguler. C'est justement à cause de ça que vous verrez que même en termes de fixation de prix, on est sur le régime, on est sur le régime libéral. Pour moi, le secteur prioritaire, c'est à ces niveaux-là. Il faudra que l'État favorise la productivité. Dès lors que le Congo sait répondre à la demande interne, les autres perspectives d'ordre économique deviendront faciles et possibles à gérer. Merci beaucoup, monsieur Diana. Merci beaucoup, monsieur Eric Izami. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. On se retrouve donc lundi avec d'autres sujets d'actualité, d'autres débatteurs pour justement vous permettre de comprendre l'actualité de façon profonde. À la prochaine. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.